L'avenir de ce secteur, c'est vous. C'est vous qui portez l'avenir. Nous sommes au XXIe siècle avec la crise qui est la nôtre. Eh bien, c'est vous qui êtes les porteurs de l'espérance, de fraternité pour le XXIe siècle. Donc on compte sur vous. Et donc on est dans une période où la question de l'entrepreneuriat social est cruciale. Mais il faudrait aussi que l'action politique ait une cohérence et qu'elle ne soit pas politicienne. Donc nous avons besoin d'entrepreneurs sociaux qui ne soient pas simplement des reproducteurs sociaux, des conservateurs sociaux. Nous avons besoin d'entrepreneurs sociaux qui ont cette dimension et qui intègrent de façon dynamique un autre champ, une autre vision pour la société française du XXIe siècle. On est dans la fin de la société de la consommation telle qu'on la connaît aujourd'hui, et plutôt dans une société de la consomme-action. C'est simplement créer le terreau fertile à l'innovation en cassant les codes qui nous ont bloqués jusqu'alors et en donnant un espace de possible pour réaliser ces nouvelles idées. Et donc en fait, c'est ça tout l'intérêt des tiers-lieux, c'est d'être un terrain d'expérimentation, de prototypage même, avec une libération des possibles. L'entrepreneuriat, c'est vraiment une capacité d'apprentissage permanente. Ça s'apprend très difficilement à l'école. Il vaut mieux une bonne année d'école de la vie que plusieurs années d'école universitaire, quand il s'agit de l'entrepreneuriat en tout cas. Pas forcément peur au début, hein, c'est normal, hein. Même quand tu écoutes Nekfeu, il le dit, hein, quand tu veux vivre de ta passion, au début, tu as l'impression de foutre la honte à tes parents, tu as la pression. Meilleur conseil pour se lancer, c'est fail fast. Ça, c'est très start-up, ça. C'est échoue vite. Parce que plus tu échoues vite, plus tu prends de compétences et plus après tu sais ce qui est valable. C'est quoi ton projet? Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu as besoin? Avec qui tu veux travailler? Comment tu t'imagines vivre une fois que ton projet l'aura réussi et qu'il te rémunérera? Est-ce que tu préfères travailler avec que des gens d'école de commerce bien propres sur eux? Est-ce que tu préfères travailler avec des gens de quartier? Mais je vais être honnête, hein, moi je ne vais pas rester toute ma vie en costard. Je préfère donner mon argent à telle entreprise plutôt qu'à une autre, parce qu'elle a un label, parce que je la connais, parce que c'est une entreprise locale. Tout le monde le sait que l'entrepreneuriat, c'est à la mode, etc., etc. À quoi sert l'argent que je donne? Qu'est-ce que ça va créer comme emploi, comme externalité négative ou positive? Je préfère donner de l'argent au kebab du coin qu'à McDo, hein. L'argent que tu donnes au kebab, il va le redonner au boucher du coin, qui va le redonner au producteur peut-être de viande du coin. C'est vraiment se dire qu'on peut avoir des cercles vertueux. Je pense qu'il y a deux problèmes principaux. Le problème, c'est l'explosion de l'urbanisme. Pour pouvoir faire des projets et entreprendre, on a bien besoin d'avoir des endroits. On a assisté depuis l'industrialisation à une surspécialisation des gens. Donc en gros, le mathématicien, il fait pas de la biologie, quoi. Tu vois, l'urbaniste fait pas de l'architecture. Et dites-vous que toutes les portes vous sont ouvertes, donc il reste plus qu'à courir, quoi. C'est comme si tu fonçais sur un boulevard et que tous les feux sont verts. Fonce, quoi, fonce, même si à un moment tu te tapes un feu rouge. Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette grande première. Alors, qui sommes-nous? On est l'équipe Nanterre Entreprend. Je me présente, je m'appelle Samuel, chef du projet. Dans l'équipe, il y a aussi Kelly et Diadier, qui sont dans les coulisses. Donc, je remercie pour leur engagement. Alors, nous, qui on est, on diffuse des vidéos pour promouvoir l'entrepreneuriat d'une manière générale. L'entrepreneuriat en ESS, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'économie sociale et solidaire, ainsi que les formations qui existent sur ces thématiques. On est en collaboration avec l'Université Paris-Nanterre et le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat Paris-Ouest Nord. C'est le Pépite Pont. Alors pour cette grande première, le réseau national Initiative a accepté de nous soutenir par l'intervention de son directeur général, M. Pascal Collin. Alors, qui c'est Initiative? En 30 ans, leurs équipes ont formé plus de 10 000 professionnels aux métiers socio-éducatifs, de l'économie sociale et solidaire et de la laïcité, la prévention et la médiation. Alors leur projet, il se veut innovant et rigoureux. Ils s'efforcent d'ajuster en permanence leurs actions aux besoins et aux évolutions de la société d'une manière générale. Ils ont tout un tas de formations accessibles à Paris Sud, il me semble du côté de Bagneux,
si je me trompe pas, à Montpellier et online avec leur module 100% e-learning. J'aimerais remercier aussi l'association événementielle Big Room. Alors, l'association événementielle Big Room, elle a également contribué bénévolement à la mise en place de cet événement. C'est une association qui propose des services événementiels en tout genre, en fait, de la location de matériel sonore et vidéo, jusqu'à la production de la scénographie, production audiovisuelle, etc. Je remercie aussi le collectif WLTP qui nous a soutenus en ajoutant une touche artistique à cette vidéo, notamment par l'intervention de l'artiste Sand, qui aura l'occasion de témoigner aujourd'hui. Aussi, nous avons eu l'honneur de collaborer avec Make Sense. Make Sense, qui c'est ? Depuis 10 ans, il crée des outils et des programmes de mobilisation collective pour permettre à tous et à toutes de passer à l'action et de construire une société inclusive et durable. Ils nous ont permis de diffuser cet événement sur leur plateforme Make Sense TV for Entrepreneurs, que je vous invite d'ailleurs à découvrir. Ils ont une superbe programmation. Tous les jours, ils proposent des contenus inédits pour apprendre, agir et sourire. Vous y trouverez les ingrédients pour prendre de la distance, vous engager et préparer le monde de demain. Je me permets d'utiliser un de leurs slogans que j'ai trouvé pas mal du tout. Ensemble, réinventons les cyberliens qui font du bien. Alors, nous avons aussi l'entreprise Phoenix qui nous a soutenus bénévolement. C'est une entreprise sociale qui aide les entreprises, les collectivités et les citoyens à réduire le gaspillage et à s'engager vers l'économie sociale, solidaire et circulaire. D'ailleurs, ils ont lancé un MOOC, une formation en ligne, intitulée « Entreprendre dans l'économie circulaire », qui m'intéresserait pas mal d'ailleurs. Léa vous en parlera peut-être lors de son témoignage, sinon je vais vous mettre le lien qui devrait apparaître. Yes. Alors, grand merci à Initiative, Big Room, WLTP, Make Sense, Phoenix et bien évidemment l'Université Paris-Nanterre et le réseau Pépites pour leur engagement et leur soutien précieux pour ce projet. Je voudrais aussi remercier tous les intervenants qui ont dégagé du temps pour répondre à nos questions. Ancelin Mouera, Maria Pérez, Bernd Zielinski et tous les entrepreneurs qui ont témoigné de leur expérience très variée, c'est le moins que je puisse dire, et très enrichissante aussi. Alors nous, Nanterre Entreprend, on organise du coup une fois par an un superbe événement comme celui-ci d'aujourd'hui. Donc cette année en virtuel sur les thématiques engagées liées à l'entrepreneuriat en ESS. Je me répète peut-être, en économie sociale et solidaire. Donc on essaye aussi de partager tout au long de l'année des petites vidéos sur ces sujets. Aujourd'hui, pour notre grand coming out, notre première mondiale, on essaie de répondre à la question « Quel serait le rôle de l'éducation dans une économie de l'entrepreneuriat social et solidaire ?» On vous invite à réagir dans le chat de la vidéo, osez poser toutes les questions qui vous passent par la tête, il n'y a pas de questions stupides. Entreprends depuis ton ordinateur en posant des questions, donc en commentaire, et on essaiera d'y répondre. Voilà. Donc les commentaires sous la vidéo ou dans le chat si vous regardez cette vidéo en live. Allez, c'est parti. On va commencer par écouter un petit témoignage, le témoignage d'Ancelin. Ancelin, salut, je vais te laisser te présenter. C'est à toi de parler. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Ancelin Moulera, j'ai 25 ans et je suis entrepreneur depuis maintenant environ 5 ans. Ça m'a amené à devenir freelance. Donc aujourd'hui, je suis en auto-entrepreneur et du coup, je suis chef de projet spécialisé dans l'économie sociale et solidaire. Et je m'occupe particulièrement de l'organisation d'événements, de l'animation de tiers-lieux. Et enfin, c'est là où je me reconvertis suite au Covid, au développement de projets web open source. Moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat après mon premier festival que j'ai organisé Place de la République en 2017. Donc, ce n'était pas mon premier gros événement, mais c'était la première fois que ce que je faisais s'approchait le plus d'une éventuelle
carrière ou d'un éventuel projet rémunérateur. Donc, on a organisé un festival qui s'appelait le Festival de l'engagement Place de la République à Paris le 1er avril 2017. Il y avait 3 scènes, dont une dédiée à des conférences débats et une quinzaine de stands associatifs avec un chill-out, des activités artistiques, etc. J'étais déjà, entre guillemets, entrepreneur sans le savoir avant parce que j'avais déjà commencé à faire des missions via de l'associatif, à faire un peu des prestations rémunérées, etc. Donc, ça m'a donné un peu le goût du business, si je peux l'appeler ainsi. Ce que je fais n'a pas pour objectif d'être directement lucratif ou rémunérateur. J'ai surtout pour but de créer un impact social, écologique. Et du coup, je n'ai pas directement pour ambition de faire de l'argent, mais de plutôt trouver les personnes prêtes à payer pour répondre aux besoins auxquels je réponds. Merci Ancelin. Tu auras l'occasion de nous expliquer plus tard aussi comment tu mesures cet impact duquel tu viens de parler. J'aimerais juste passer à Monsieur Collin. Donc bonjour Monsieur Collin. Vous êtes élu maire adjoint à la mairie d'Antony et responsable du réseau Initiative. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus, en quoi consiste concrètement l'économie sociale et solidaire aujourd'hui ? Aujourd'hui, plus de 10% du produit intérieur brut français est produit et généré par des associations ou des organismes qui sont issus de la coopération, du mutualisme, de l'économie, enfin de l'entrepreneuriat, je dirais par l'insertion par l'activité économique. Et c'est pratiquement 14% des emplois actifs qui sont générés par ce secteur. Donc c'est pas rien du tout. Plus de 10% du PIB, 14% de l'emploi, c'est pas rien. En fait, être entrepreneur social, c'est quelque chose qui est une attitude, c'est de se dire qu'on peut être des créateurs d'entreprises, on peut être des acteurs, mais que la finalité du travail qu'on va faire ou de la création de richesses que l'on va produire est au service de l'intérêt général. Les entrepreneurs sociaux sont des citoyennes et des citoyens qui aiment leur pays, qui aiment la solidarité, qui ont envie de créer de la richesse, qui ont en même temps envie de créer d'apporter des réponses innovantes et sociales aux personnes. Désolé. Non, pas tout de suite, s'il te plaît. Désolé. C'est intéressant de prendre cet exemple-là. Pour beaucoup de personnes qui sont en télétravail, comment on fait coexister concrètement toutes ces personnes, parfois dans des endroits où la surface n'est pas grande. Et ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que nous sommes inégaux dans la question du confinement. Quelqu'un qui vit dans un château, avec beaucoup de pièces, ou quelqu'un qui vit, je dirais, dans des locaux contraints, ce qui est le cas aussi de beaucoup d'étudiants, n'ont pas les mêmes conditions pour résister, pour produire. Et c'est intéressant parce que ça nous pose toute la question du lien social. Et on est au cœur de notre actualité. Comment on répond à toutes ces questions? Voilà, donc je me sers de cette introduction d'image pour dire que c'est important que nous réfléchissions à ça, parce que nous étions dans une société capitaliste qui crée de la richesse, des profits pour certains, pas toujours partagés pour tous, et à un moment donné, nous sommes stoppés. Un virus invisible a stoppé l'humanité. C'est quelque chose d'extraordinaire. Un invisible a bloqué le visible. Et nous pensions que nous pouvions tout faire, et nous nous retrouvons à certains moments donnés empêchés, entravés. Donc, c'est une question, c'est un choc anthropologique, c'est une réflexion sur le sens des choses, c'est une question, une interrogation sur le sens de la vie, du pourquoi, comment, où nous étions, où nous sommes, où nous allons. Et dans ce cas-là précis, la question des modèles économiques est reposée de façon fondamentale. Moi, je donne toujours cette image du tabouret. Un tabouret à 3 pieds. L'État, l'entreprise, l'économie sociale et solidaire. Et si chacun de ces pieds est d'équerre, si chacun de ces pieds est bien à l'aise, quand je mets mes fesses sur le tablier, j'ai pas mal au cul. Voilà.
Alors, c'est peut-être pas très littéraire ce que je dis, hein, mais un tabouret, 3 pieds, d'équerre, on s'assoit dessus et on a un confort social. Bien. Donc, si la crise que nous vivons est une occasion de réfléchir et de refonder le pacte républicain et de se rappeler que dans la démocratie, il y a la liberté et la fraternité, et que ces 3 dimensions sont fondamentales pour retisser le lien social, de cette crise, nous ferons une force. Et là, nous avons besoin d'entrepreneurs sociaux. J'avais édité il y a longtemps un article où j'exposais ces thèses et dont le titre était « Et la fraternité, bordel ». Super, merci beaucoup. Ça tombe bien que vous parliez de fraternité. J'en profite pour partager un premier témoignage d'un entrepreneur social qui se trouve être mon grand frère. Alors je vous laisse découvrir le témoignage de Cyril et je m'excuse, j'ai cru comprendre qu'on avait quelques problèmes de connexion. Voilà, j'espère que ça s'arrangera avec Monsieur Collin. En tout cas, ouais, je vais vous partager donc le témoignage de Cyril Guiboura, entrepreneur social. Bonjour, je m'appelle Cyril Guiboura. Alors pour me présenter un petit peu, moi j'ai eu un environnement social et familial qui m'ont aidé à être bon en maths et en physique. Je voulais me laisser un maximum de possibilités après le lycée, alors j'ai suivi des conseils qu'on m'avait donnés. J'ai fait prépa scientifique, puis j'ai intégré une école d'ingénieur. À la fin du parcours, j'ai décidé de ne pas faire ingénieur. Je suis allé à la campagne où j'ai fondé l'association Execo pour exprimer, écouter, coexister. Cette association porte mes activités de médiation de conflits, d'animation de débats constructifs et de transmission de la communication non violente. C'est dans ces activités que je trouve un vrai sens, car elles sont pour moi à la fois une source d'apprentissage, de défis à relever, de liens avec ce que je trouve beau dans l'humain. Et c'est aussi, je crois, très utile pour notre société et les défis qu'on rencontre actuellement et pour les différentes années à venir. Durant mon cursus scientifique, j'étais assez émerveillé par le génie humain. On a énormément de connaissances techniques sur le monde qui nous entoure et sur tous les phénomènes qui le composent. On arrive si bien à les maîtriser qu'on est capable de faire des choses complètement impensables il y a seulement quelques décennies. Par exemple, il y en a certains qui envisagent de coloniser une autre planète. Et il y en a certains qui construisent des centrales expérimentales qui utiliseraient l'énergie immense dégagée par la fusion de particules élémentaires. Et il y en a même certains qui conçoivent des ordinateurs quantiques et qui utilisent des propriétés de l'infiniment petit qui sont complètement contre-intuitives à notre échelle. Donc à bien des égards, moi je trouve que l'humanité est fantastique, tant elle est capable d'intelligence et de créativité. Malheureusement, à bien des égards aussi, et je crois que pour ça il faut prendre un peu de temps pour regarder ça en face, l'espèce humaine est assez médiocre, tant elle est aussi capable d'ignorance ou de manque d'empathie. Et là, je prends un peu de temps pour m'attarder dessus. Déjà, aujourd'hui, il y a 800 millions, plus de 800 millions d'êtres humains qui n'ont pas assez à manger. Alors imaginez-vous ressentir la faim dans votre corps à chaque instant de votre vie. Vous avez faim, vous sentez que vous manquez de nourriture. Là, vous comprenez 800 millions d'humains, soit un peu plus de 10% de tous les humains sur Terre. Mais il n'y a pas que les humains, il y a aussi les non-humains. Chaque année, il y a des milliards d'animaux qui sont tués pour une mode humaine, une préférence de goût, ou une habitude alimentaire ou de confort simplement. Du coup, imaginez-vous juste vivre dans un monde où tous les animaux sauvages n'existent plus et qu'il n'y a plus que des animaux d'élevage ou des humains. Et les animaux d'élevage sont destinés à être exploités et tués. Ça, aujourd'hui en 2021, c'est 96% de notre réalité déjà là. Il y a presque plus d'animaux sauvages. Et ça, c'est encore plus tragique quand on regarde ça sur des perspectives à plus long terme, sur le futur. Par exemple, l'exploitation des ressources à outrance qu'on fait, comme le potassium ou l'eau, ça accroît considérablement les risques de pénurie alimentaire dans les décennies à venir. Ça, c'est l'ONU qui l'alerte depuis des décennies. Les pollutions qui sont engendrées par les activités industrielles sont aussi des causes de maladies pour les humains comme pour les non-humains. Et dans le cas du réchauffement climatique, il y a les émissions de gaz à effet de serre qui menacent les conditions de vie d'1 milliard d'humains
et qui risque d'impacter violemment l'ensemble des espèces vivantes sur Terre, humains compris, et en fait n'importe qui regarde la vidéo compris, et pas que les plus jeunes. Et ça, pardon, c'est les rapports du GIEC qui l'expriment depuis des années. Il y a aussi, ça on en parle trop peu encore, il y a la destruction en cours de la biodiversité des différents écosystèmes. Cette destruction affaiblit énormément les équilibres physiques qui permettent à nos sociétés de fonctionner. Ça, c'est l'IPBES, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité qui le dit. Et selon le chef de l'ONU, qui a dit ça il y a 2 ans, ça constitue une menace existentielle directe pour l'humanité. Et François Rabelais a écrit un jour « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». On a beaucoup de science à l'heure actuelle. On a énormément de connaissances et on a aussi énormément de ressources sur cette planète. Mais on les partage encore beaucoup trop peu. On est dans un système économique qui est inventé par de simples humains, qui ne tient pas compte ni de la souffrance dans les vies, ni de la magie de la vie. Parce que ces choses sont difficilement quantifiables. La compétition des uns contre les autres est une des normes de ce système économique, et avec cette norme vivent la méfiance et les manipulations de tout genre. Pour moi, ce système, il est obsolète. Il envoie déjà des milliards d'êtres vivants à la mort, et la suite, à prévu, elle est encore pire si on continue comme ça. Alors pour nous, en tant qu'entrepreneurs, en fait, simplement en tant qu'être humain, j'ai envie de dire, on peut et même on doit faire économie différemment, faire une économie au service du plus grand nombre. Le duc La Rochefoucauld de Liancourt a écrit que l'homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d'un plus grand nombre d'autres. Marshall Rosenberg, qui est un médiateur international et fondateur de la communication non violente, a dit il y a quelques années que les conflits sont moins dus à un manque de ressources qu'à un manque de communication et de créativité entre les humains. Et je pense que là, il y a des éléments pour fonder une nouvelle économie qui soit sociale, solidaire et écologique. Et pour ça, pour moi, il me semble urgent de prendre le temps de ralentir notre rythme effréné, de prendre du temps pour apprendre à se connaître et à goûter à une vie sobre et heureuse, à prendre du temps pour interagir respectueusement avec ce qui est autre et aussi avec ce qui est imprévu. Pour moi, c'est aussi important de prendre du temps pour discerner les enjeux de notre époque, en écoutant les différentes parties prenantes et leurs différents besoins. C'est aussi important de prendre du temps pour se relier ensemble et faire collectif dans un objectif commun qui soit explicite, un changement de paradigme vers un monde où les humains seraient joyeux et apaisés, où on serait en équilibre fertile avec les autres espèces et avec nous-mêmes. Et pour moi, c'est à travers mes activités d'entrepreneur que je pense contribuer modestement et sereinement à cet objectif commun. Modestement parce que seul, moi je suis pas grand-chose. Et sereinement parce que c'est le meilleur de moi-même que je cherche et que je travaille pour le donner au monde. Et pour moi, c'est ça qui fait sens. Merci, merci frérot pour ce témoignage très touchant et sincère. Monsieur Collin, je reviens à vous pour ma deuxième question. Avez-vous des exemples d'histoires entrepreneuriales en économie sociale et solidaire exemplaires? Bon, des exemples dans l'histoire, il y en a eu beaucoup. Les mutuelles qui répondaient, qui étaient des espaces de solidarité à des personnes qui, pendant la révolution industrielle, n'avaient pas de garantie sociale, les mutuelles ont été une réponse d'économie sociale et solidaire en tant que telle, de façon plus présente. Bon, nous avons, Anthony, une expérience qui était le plateau urbain. Sur la ville d'Antony, il y avait des friches industrielles qui existaient sur 18 000 m² qui étaient libres, et on a pris, avec le maire d'Antony a pris la décision, avec les collègues de mon équipe sociale, d'affecter ces 18 000 m² à un plateau urbain qui accueille une centaine de structures de l'économie sociale et solidaire. Alors avec des créateurs, des origines, des gens qui sont super créatifs, et des jeunes, des jeunes et des moins jeunes, mais qui ont créé de nombreux services
je dirais, un petit peu innovant. Donc là, c'est un exemple d'une ville qui a dit, on a 18 000 mètres carrés, et de façon transitoire pendant quelques années, on met ces locaux à la disposition de start-up sociales, je dirais, ou de créateurs et d'innovateurs. C'est faisable, et il se trouve qu'Antony a eu, je crois, l'un des plus grands plateaux urbains en matière d'économie sociale et solidaire. Mais ça, c'était fait parce que, d'abord, on avait des responsables associatifs qui avaient des idées, et ça c'est important, qui étaient porteurs de projets, et puis que la ville d'Antony et son maire ont souhaité effectivement soutenir ce projet. Donc la rencontre des citoyens, des besoins et des innovations. Merci, dis donc, ça donne envie d'avoir son activité dans un tel lieu. Non, je dis ça, je blague un peu parce que pour ceux qui nous écoutent, en fait, j'ai des activités qui sont hébergées dans ce tiers-lieu et je recommande vraiment, si vous avez l'occasion de postuler, si vous avez des activités entrepreneuriales et que vous avez l'occasion, ou artistiques, hein, pour moi je lis un peu les deux, si vous avez l'occasion de postuler dans un tel tiers-lieu, n'hésitez pas. Je vais vous mettre le lien de Plateau Urbain, et ils ont pas mal d'offres différentes et de lieux qui sont très cool et qui sont propices à l'innovation. Il me semble d'ailleurs que Ancelin Moulera, le prochain intervenant, est assez familier des tiers-lieux. On discutait ensemble d'ailleurs du problème des entrepreneurs qui, surtout en ce moment, qui sont isolés, donc ce qui peut être un grand problème quand ils ne se mélangent pas avec d'autres domaines d'activité. Ancelin, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Ancelin? Et donc aujourd'hui, c'est ça le gros problème, c'est ce qu'on appelle le cloisonnement des disciplines, le cloisonnement académique, qui fait que au final, il y a des gens qui cherchent d'un côté, des gens qui cherchent d'un autre côté. Des fois, ils cherchent des réponses à un même problème, mais pas dans la même discipline, du coup, ils se parlent pas, quoi. Les tiers-lieux viennent répondre à ça. Parce que dans les tiers-lieux, tu mélanges les usages, tu mélanges les disciplines. Tu auras des artistes à côté de scientifiques, tu auras des jeunes de cité à côté des jeunes du 14e qui viennent d'un milieu complètement différent. Donc là, je donne l'exemple des grands voisins, mais c'est valable dans beaucoup de lieux de plateau urbain où justement on va favoriser la mixité des activités. Et donc en fait, ça crée de l'innovation. Évidemment que ça simplifie tout. Tu vas boire un verre le soir, tu discutes, tu as une idée après l'heure du déjeuner, au moment de fumer une clope, tu discutes en mode informel, bam, l'idée du siècle qui apparaît, et en plus, tu as déjà le lieu pour réaliser cette idée. Donc en fait, c'est simplement créer le terreau fertile à l'innovation en cassant les codes qui nous ont bloqués jusqu'alors et en donnant un espace de possible pour réaliser ces nouvelles idées. Et typiquement au Grand Voisin, beaucoup de gens ont développé des activités ad hoc, des activités qui n'existaient pas ailleurs, des activités qui n'avaient pas forcément de possibilité d'exister en dehors des Grands Voisins ou d'un tiers-lieu, parce que tu n'as ni les gens ni l'endroit pour le faire. En fait, tu auras toujours quelqu'un qui aura des compétences différentes ou qui au moins sortira des sentiers battus, sera out of your box. Parce que la box, c'est très personnel. Dans un tiers-lieu, tu auras toujours quelqu'un qui est dans une autre box. Et donc, du coup, à deux personnes, même si chacun est bloqué dans sa box, tu peux toujours en inventer une plus grande, quoi. Yes. Merci Ancelin, ça m'a fait penser à une artiste qui aide parfois du coup le collectif WLTP, qui est hébergé dans un des tiers-lieux de Plateau Urbain, qui est du coup le collectif artistique duquel je vous parlais. Et ça m'a fait penser à Sandre, en fait. C'est une artiste qui aide parfois ce collectif, qui nous a fait d'ailleurs la petite animation d'introduction au début de cet événement. Je sais pas si vous avez remarqué le petit bonhomme et tout ça, c'est la petite touche Cendre. Et elle avait la volonté de témoigner aujourd'hui de qui elle est, pourquoi elle entreprend, comment elle entreprend, qui c'est. Alors Cendre, c'est à toi. Salut, moi c'est Cendre. Alors, je fais pas mal de choses dans la vie. Je fais du graphe, du dessin d'animation et en vrai plein d'autres projets. Je fais aussi des planches de skate et du VJing pour des amis, de l'événementiel. C'est assez large, donc ça touche un peu plus ou moins au domaine de l'art. C'est pour ça que j'ai choisi d'être auto-entrepreneuse, parce que ça me laissait pas mal de liberté, que là où je vois que j'ai pas mal de gens après mon cursus scolaire qui sont partis dans des CDI ou des CDD, moi en fait on m'appelle beaucoup plus par rapport à mon style et ce que je fais
et ce n'est pas à moi de m'adapter en fait aux différentes commandes des clients. Ce qui est assez intéressant et qui me laisse plutôt assez de liberté. C'est-à-dire que je peux totalement travailler en fait avec mon ordinateur à distance tout en voyageant un peu partout dans le monde. Et j'y trouve un réel intérêt finalement. Salut! Yes, merci beaucoup, Sandre. Elle est charmante, n'est-ce pas? Je vous glisse son Instagram et son site web dans les commentaires ou éventuellement en lien ici quand la vidéo sera publiée, parce que c'est quand même pas mal du tout ce qu'elle fait. Et voilà, ouais. Petite promo pour la poteau Sandre. Alors revenons à nos moutons, à nos brebis. Monsieur Collin, dans l'économie sociale et solidaire, selon vous, quelles sont les spécificités de l'emploi? Alors, sur l'emploi, sur l'emploi, il y a beaucoup de catégories dans les emplois dans l'économie sociale et solidaire, en fait. Il n'y a pas qu'un seul secteur. Il y a des banques coopératives, donc techniquement, il y a même des banquiers dans l'économie sociale et solidaire. Ça existe. Mais le crédit coopératif, le crédit mutuel, la caisse d'épargne, à l'origine, c'est l'économie sociale. D'accord? Bien. Alors, on a aujourd'hui, je parlais tout à l'heure des circuits courts avec l'agriculture biologique, avec les AMAP. Hein, ça c'est aussi des créations nouvelles. Donc, en fait, il n'y a pas un secteur. Je pense que c'est très très large notre affaire. Hein. C'est quelque chose de très très large et ça ne se réduit pas à un seul secteur. Mais je dirais, ne rentrons pas dans des schémas traditionnels. Il faut vraiment décloisonner. J'ai l'autre exemple d'une initiative qui s'est faite à Antony aussi, qui est la Petite Échoppe, qui est une épicerie solidaire. Vous avez une épicerie qui vend des produits bio, donc là tout le monde peut comprendre, qui est dans un quartier où le tout venant peut venir se fournir au prix de cette boutique, mais où les personnes qui ont des difficultés sociales bénéficient d'un soutien, et lorsqu'ils payent, par exemple, ils vont peut-être payer 10% du panier. Mais le client qui rentre, on ne peut pas savoir s'il paye la totalité ou s'il paye 10%. Vous voyez, cette donnée-là. Ce qui permet de créer quelque chose qui est intéressant, et c'est aussi de la gouvernance associative, c'est en même temps de l'économie. Alors après, sur tout ça, il y a la nécessité d'avoir des modèles économiques qui soient équilibrés. Alors si vous avez beaucoup de clients de partout qui viennent, et même si vous avez un pourcentage de clients qui bénéficient, je dirais, d'un ticket, mais qui ne se voit pas, parce que ça ne se voit pas à la caisse, ça ne se voit pas devant les autres clients, ça permet de mixer des pratiques et de faire changer beaucoup de choses. Donc les spécificités, moi je dirais, c'est un état d'esprit, c'est une façon d'entreprendre, c'est une façon de voir. Ne mettons pas les uns et les autres dans des boîtes, on est trop, déjà on est confinés, hein, ça va. Alors les boîtes, il faut en sortir de temps en temps. Yes, merci beaucoup. C'est vrai, on est confinés. On en a un petit peu marre, hein, pour certains, ça fait un peu péter les plombs. Bref, alors maintenant qu'on a tous l'eau à la bouche, qu'on a envie d'entreprendre, comment est-ce qu'on peut se former à l'entrepreneuriat? Monsieur Collin, c'est à nouveau à vous. Donc en fait, on a eu deux types de réponses. On a eu des réponses de type universitaire, qui existent et qui ont leur valeur, et qui conceptuellement sont utiles à la réflexion. Vous n'allez pas me dire le contraire. Hein. Et puis, il y a d'autres formations qui émergent du terrain, et qui essayent de modéliser, de réfléchir, de conceptualiser les choses. À mon sens, l'un ne s'oppose pas à l'autre, mais l'un a besoin de l'autre. Voilà. Donc, je pense qu'il faut plutôt fédérer et rassembler plutôt que opposer. En France, on a toujours tendance à dire on est très binaire dans ce pays, on est très très binaire, et en réalité, quand vous regardez un arc-en-ciel, quand vous regardez dans le ciel un arc-en-ciel, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de nuances dans la lumière, mais en réalité, quelle est la nuance qui est la plus légitime? Alors moi, je dis toujours, quand j'étais gamin, on me disait, tu sais, Pascal, là où il y a un arc-en-ciel, là où il tombe, il y a un trésor. Voilà. Alors, je pense que le trésor, c'est la fraternité. Je pense que l'arc-en-ciel a ses nuances et qu'en fait, il y a différentes façons aujourd'hui d'apporter des réponses
et qu'elles sont complémentaires et qu'elles se construisent ensemble. Merci beaucoup, c'est d'une très belle image. Et ça me parle beaucoup. Merci. Vous parliez de formation universitaire. Alors ça me semble approprié maintenant de vous présenter Madame Maria Pérez, qui est à l'initiative d'une formation en entrepreneuriat, justement. Maria, pourriez-vous expliquer comment vous est venue l'idée de fonder un tel master? Alors, l'idée, elle est née en 2010-2011, et c'est vraiment sous l'impulsion des étudiants. C'est-à-dire que moi, je gérais un master qui était tout nouveau, qui était assez généraliste et qui avait pas vraiment de spécificité et je me disais: «Il faut quand même qu'il y ait une spécificité dans ce master» et j'ai des étudiants qui m'ont dit: «Voilà, nous, on aimerait participer à des concours de projets, et à des événements et on aimerait présenter nos projets, on aimerait travailler sur des projets». Ils m'ont pas vraiment parlé d'entrepreneuriat, c'était plus des projets à l'époque et du coup, je me suis dit: «Ben, voilà, ça répond vraiment à une demande des étudiants de créer un master, qui soit plus dans la gestion de projet». Et puis, à l'époque, j'avais entendu parler d'entrepreneuriat et je me suis dit: «Bah, voilà, je pense que c'est un terme, qui me paraissait adapté». Donc à l'époque, c'était pas vraiment, développé, en 2010-2011. Et puis je me suis dit: «Ben, voilà, c'est vraiment les étudiants qui ont fait que j'ai eu envie de développer ce master à l'époque». Merci, merci Maria, en tout cas pour cette intervention et cette merveilleuse initiative dont je profite moi-même et plusieurs autres étudiants. D'ailleurs, on a aujourd'hui plusieurs étudiants de votre master qui ont souhaité partager leur expérience et expliquer pourquoi ils l'ont choisi, et puis un peu, ouais, expliquer un peu leur parcours. Ça vous fera certainement plaisir d'en entendre quelques-uns. Alors je laisse la parole à Winnie et Lucas notamment. C'est à vous. Bonjour, je m'appelle Winnie Kamen et je suis actuellement en deuxième année de master entrepreneuriat et management de projet à l'Université de Nanterre. Et depuis 2 ans, je suis auto-entrepreneur dans le secteur de la mode et plus précisément, je suis chasseuse de tête. Donc pourquoi j'ai choisi le master entrepreneuriat et management de projet? Tout simplement parce que je voulais être entrepreneur, je l'étais déjà, mais je savais absolument pas à quoi m'attendre. C'est-à-dire que je me suis vraiment lancée comme ça, je me suis jetée dans la gueule du loup et je me suis dit: «Je vais faire face aux difficultés, les unes après les autres». Et le master entrepreneuriat, en fait, ça m'a permis de comprendre, en fait, des éléments qui sont pas perceptibles de prime abord. C'est-à-dire que lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on a, tout ce qui est, tuto sur internet, on a, des éléments, qu'on trouve également sur l'Urssaf, mais on ne connaît absolument rien ou du moins très peu de choses sur le statut en lui-même et ce que ça peut apporter et les difficultés auxquelles on sera confronté. Donc c'est vrai que lorsque j'ai choisi ce master-là, c'est parce que je me disais: «OK, je vais avoir en fait des bases théoriques qui vont permettre de compléter les bases, non théoriques ou les bases sur le terrain que j'ai apprises, au fur et à mesure et ça va me permettre de pouvoir avancer dans mon projet entrepreneurial». Voilà, donc le conseil que j'aurais à donner, c'est vraiment lancez-vous. Ne restez pas statique, soyez en mouvement, lancez vos projets et vous verrez par la suite là où ça vous mène. Bonjour, moi c'est Lucas, j'ai rejoint le master entrepreneuriat et gestion de projet en septembre 2019. C'est un choix qui a été motivé par un projet de création d'entreprise, mais voilà, par manque de connaissances et de compétences, je me suis retrouvé un petit peu bloqué dans ce projet. C'est donc pour ça que j'ai rejoint le master pour me former et mener à bien mon projet. Donc aujourd'hui, le master arrivant à sa fin, c'est un choix que je ne regrette pas, puisque ça aurait été l'occasion pour moi et pour tous les autres étudiants de rencontrer d'autres entrepreneurs. Donc c'est vraiment une opportunité riche, puisqu'on peut échanger avec ces personnes qui ont tout un parcours différent de par leur projet et donc auront une vision différente, et échanger avec eux, ça aura vraiment été l'occasion pour moi de faire avancer mon projet, de repenser mon concept. Donc voilà, vraiment un parcours très riche. Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne Peugeot-Saint-Genès, j'ai 25 ans et je suis rentrée dans le master entrepreneuriat et management de projet en 2019.
À la base, je viens de l'histoire de l'art à Toulouse et j'ai travaillé pendant 3 ans avant de me remettre dans mes études et avant de prendre le temps de construire un projet personnel concret. Comment j'ai connu ce master? C'était via Chérif Si, qui est professeur à l'université de Nanterre et qui tient aussi l'atelier Meraki, l'atelier de jeunes créateurs. Pourquoi l'entrepreneuriat? C'est un peu une vaste question. Moi, je viens de l'histoire de l'art à la base et j'avais aucune notion d'économie. Je suis quand même une personne assez indépendante et je voulais justement avoir ces notions de base pour monter une entreprise, aux questions juridiques, aux questions de financement, aux questions de gestion des comptes, de marketing digital, de marketing tout court. En fait, c'était vraiment pour avoir ce genre de connaissances. Et sachant que c'est un master professionnalisant, je m'étais dit que du coup, ce serait un peu idéal pour mettre à bien mon projet assez rapidement et de manière assez complète. Les points positifs que j'ai pu retenir ce master, c'est que ça permet vraiment d'acquérir une certaine indépendance et un certain niveau de connaissance quant au monde entrepreneurial, quant au monde à l'analyse du marché dans lequel vous voulez vous introduire. Ça permet aussi d'avoir des conseils avec des professeurs justement qui sont qualifiés et qui peuvent vraiment vous guider. Ça permet aussi d'avoir des notions plus vastes et de mieux maturer son projet parce qu'on est en petit groupe. Nous, on était 18 dans ce master. Il y avait aussi une option théâtre qui permettait justement de parler, de bien positionner sa voix, de choisir les mots adéquats pour pitcher et de vraiment travailler les pitchs, ce qui peut paraître un peu... Comment dire? Ça peut ne pas être la partie la plus importante du projet entrepreneurial, mais le pitch, ça permet vraiment de structurer sa pensée et de savoir où on va aller et par quels moyens on va y aller. Et une fois qu'on a cette grande trame-là qui tient en 2-3 minutes, on peut ensuite travailler point par point sur comment lancer un projet. Moi, ça m'a permis de savoir faire un business plan, de définir correctement un business model, d'avoir une stratégie marketing intéressante et de pouvoir échanger avec d'autres professeurs et aussi, au final, de créer un premier réseau avec mes autres camarades. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous le voyez, les profils sont bien différents. Nous parlions de formation à l'entrepreneuriat ESS, donc économie sociale et solidaire. Il se trouve qu'une des anciennes élèves de Madame Pérez Maria, qui s'appelle Léa, propose à son tour des formations sur ces sujets dans son entreprise sociale dont je vous parlais, l'entreprise Phoenix. Léa, c'est à toi. Bonjour, je m'appelle Léa Gangloff. J'ai rejoint Phoenix il y a 1 an à la suite de mon master en entrepreneuriat et management de projet à l'université Paris-Nanterre. Phoenix est une entreprise qui a été créée en 2014 par Jean Moreau et Baptiste Corval et qui lutte contre le gaspillage et plus particulièrement le gaspillage alimentaire. On accompagne les commerçants, les grandes surfaces dans la lutte contre le gaspillage en valorisant par exemple leurs invendus. En 2020, Phoenix, c'est 44 millions de repas qui ont été sauvés et on continue sur cette lancée. Cela permet à Phoenix de s'inscrire dans la Tech for Good, également dans l'économie sociale et solidaire et circulaire. On a notamment créé un MOOC, le MOOC Phoenix, qui traite de l'entrepreneuriat dans l'économie circulaire que je vous laisse aller visionner. Merci Léa, merci beaucoup. Oui, alors je vous mets le lien de cette formation en ligne, de ce MOOC, dans les commentaires, pour ceux que ça chauffe, ou en lien, si j'y arrive. Voilà. Alors, revenons à notre cher Ancelin. Ancelin, j'ai une autre question pour toi. Est-ce que tu penses qu'on peut réellement enseigner l'entrepreneuriat selon toi? L'entrepreneuriat, on le sait, il y a beaucoup de théories qui s'apprend. Tu peux faire des cours de compta, des cours de business, des cours de prototypage industriel, si c'est des trucs, si tu as envie plutôt d'un produit matériel. Tu peux faire des cours de tout ce que tu as envie de vendre quand tu fais du service. Tu fais de la com, prends des cours de com. En fait, tu peux faire des cours de n'importe quoi parce que tu vas créer un nouveau service, un nouveau produit. Donc, tu peux toujours prendre des cours dans la filière de ce produit ou de ce service. Cela étant dit, maintenant, est-ce que ça va t'apprendre à faire un business plan? Un petit peu, pas beaucoup. Je pense qu'en effet, en fait, il y a rien de mieux que la pratique. Rien que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en entreprenant qu'on devient entrepreneur. Pour moi, en tout cas de ma petite expérience, le meilleur moment où tu reconnais par exemple un entrepreneur qui sait ce qu'il fait ou si c'est juste un jeune fou déjanté, désolé pour tous les jeunes fous qui commencent, mais il y en a plein comme ça, pas de souci. En fait, c'est beaucoup plus des compétences humaines et relationnelles au final. Parce qu'en fait,
Tu auras beau avoir les meilleures compétences techniques, tu es le meilleur ingénieur de ta vie, si tu es incapable de gérer une équipe, de parler argent, de parler client, etc., tu seras jamais un bon entrepreneur, malheureusement, parce que tu auras bien beau avoir la plus belle des idées, si tu n'es pas capable de la mettre en application, ça sert à rien. Et le problème, c'est que l'application de l'idée, c'est jamais tu appuies sur un bouton, tu demandes un devis et c'est parti. Non, c'est des discussions, des négociations, des convergences ou des divergences d'intérêts. Comment tu gères tout ça? C'est beaucoup de communication interpersonnelle, extérieure, etc. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus des compétences humaines en réalité. Et les compétences humaines, s'il y a bien un type de compétence qui ne s'apprend pas à l'école, c'est bien celle-là. Donc, voilà, pour être dans l'antithèse, j'aimerais répondre ça. Après, pour être dans la thèse, moi, ce qui m'a permis de beaucoup prendre en confiance, en connaissance et en légitimité dans l'entrepreneuriat, c'est évidemment les programmes d'accompagnement dont j'ai bénéficié, qui m'ont permis déjà de fréquenter le milieu. Et donc, c'est en fréquentant le milieu que tu apprends les codes et que tu développes les compétences humaines. Donc, je peux quand même un peu les apprendre comme ça par acculturation. Après, pareil, c'est en me trompant dans mes propres projets que j'ai réussi. C'est en m'engueulant avec des associés, en me faisant arnaquer, en peut-être moi-même étant un mauvais entrepreneur ou un mauvais collaborateur vis-à-vis de personnes qui me l'ont dit que j'ai pu grandir. Et merci d'ailleurs à elles, à toutes les personnes qui m'ont fait grandir là-dessus. Mais ça s'apprend pas à l'école, quoi. C'est pas, t'as pas d'enjeu réel quand t'es pas dans le terrain, quoi. Tu vas pas perdre d'argent quand t'es à l'école. Tu fais un projet d'école, tu le foires. Quand t'es là en train de te dire, si je foire mon projet, c'est moi qui dois raquer. Déjà là, tu apprends beaucoup plus parce que tu es dans le bain, quoi. Et un dernier point, je dirais, c'est que, en fait, il y a aussi beaucoup de codes informels que tu ne découvriras jamais à l'école et que même les meilleurs programmes d'accompagnement ne t'enseigneront pas forcément ça. Pour moi, c'est en fait un peu tous les tips que tu as dans l'entrepreneuriat. Donc, un grand classique, c'est le fake it and smell it. Fais semblant autant que tu l'as pas encore fait vraiment. Je vois mal un programme d'accompagnement te dire ça dès le début. Tu lances un projet dans la vraie vie avec tes potes, une asso, je ne sais quoi. Tu sais pas ce que tu vas apprendre en fait. Tu l'apprendras quand tu te planteras. Tu apprends dans la difficulté. Tu n'apprends pas dans le confort de savoir ce que tu vas apprendre. Tu assois tes fesses sur une chaise et tu as juste à attendre que l'information arrive. Non, dans l'entrepreneuriat de terrain, tu es obligé d'être proactif dans la recherche d'informations. Et en fait, on dit souvent ça à l'école, c'est que le plus important, c'est d'apprendre à apprendre. D'apprendre comment tu te formes, comment trouver toi-même une information, comment remettre en question une information qu'on te donne. Moi, il y a plein de fois, il y a des gens très sûrs d'eux, ils m'ont dit ah ouais, si, fais ça, c'est bien. C'est que de la gueule en réalité. Et je m'en suis rendu compte bien après que des gens, même plus vieux que moi, plus compétents que moi, plus légitimes que moi, en réalité, se plantaient complètement. Et donc, ça, tu l'apprendras jamais à l'école. Et du coup, pour moi, voilà, le plus important, en fait, c'est de se dire que apprendre l'entrepreneuriat, pourquoi pas? Apprendre à l'école, c'est beaucoup plus compliqué. C'est aussi parce que l'éducation classique, elle est considérée comme un enseignement de face à face. Tu as un enseignant qui donne un savoir à un apprenant. C'est de l'éducation de face à face. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui se fait côte à côte. Si on réinvente l'école comme non pas une relation hiérarchique descendante, mais comme une relation bilatérale, enfin un côte à côte, où on avance ensemble, et plutôt comme un accompagnement, ce qui à mon avis est beaucoup plus la réalité des cours d'entrepreneuriat. On va beaucoup plus être sur de la personnalisation de contenu, sur de l'accompagnement individualisé, etc. Là, c'est complètement différent. Parce que là, tu vas pas juste donner une vérité générale qui est censée s'appliquer dans tous les cas. Non, tu vas partir des spécificités de chacun pour là proposer une règle d'ensemble. C'est radicalement différent. On n'est pas dans l'hypothèse et dans l'induction, pardon, dans l'hypothèse et la déduction, on est dans l'inférence et l'induction. C'est-à-dire qu'on va prendre des petits bouts de vérité et essayer d'en tirer une règle générale, plutôt que prétendre avoir une vérité générale qui s'applique à tout le monde. Merci beaucoup. J'aimerais bien avoir, désolé, j'étais un peu coupé en cela, j'aimerais bien avoir l'avis de Monsieur Collin à ce sujet. Est-ce qu'on peut vraiment éduquer à l'entrepreneuriat? Qu'il y a une connaissance des acteurs du terrain qui ont des savoir-faire, des savoir-être, des innovations, et qu'il est dommage que tout parte du haut et qu'on ne prenne pas en compte les réalités du terrain, et que justement, il est fondamental qu'on soit capable de monter de l'expertise
de l'expertise, des compétences, une montée en compétences qui prennent en compte les acquis des uns et des autres et qui nous permettent d'innover ensemble. Les lois sur la validation des acquis ou de l'expérience professionnelle ont été un plus, hein, mais le fait de pouvoir faire la certification professionnelle et la reconnaissance des compétences, c'est quelque chose qui est important. Donc en fait, le combat de demain, et je dis combat, c'est-à-dire qu'il faut avoir une vision, un projet, il ne faut pas être gnangnan club en attendant qu'on pense pour nous. Hein. Non mais c'est ça, hein. Le combat de demain, c'est de donner sa place, toute sa place à la société civile, donner toute sa place aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, aux associations et autres, et qu'en même temps, cette société soit capable de réfléchir au mode de transformation sociale, de compétences. Merci beaucoup. On entend bien que on entend bien que la pratique est essentielle et que les connaissances du terrain sont vitales pour entreprendre, en tout cas entreprendre d'une bonne manière pour savoir de quoi on parle. Madame Pérez, je vous pose la même question. Vous qui, donc je le rappelle, êtes à l'initiative du master entrepreneuriat et management de projet à l'université Paris-Nanterre. Selon vous, peut-on réellement enseigner l'entrepreneuriat? Alors, en fait, j'écoutais justement la radio ce matin et on parlait des soft skills en disant que la crise actuelle avait mis en évidence l'importance des soft skills. Et justement, dans l'entrepreneuriat, on développe beaucoup de ces soft skills. Les entreprises aujourd'hui sont conscientes qu'un étudiant entrepreneur, c'est un étudiant débrouillard, c'est un étudiant qui sait travailler en équipe, c'est un étudiant créatif, c'est un étudiant qui est autonome. Et donc, autant de qualités pour un futur employeur. Donc, je pense que on peut enseigner l'entrepreneuriat parce qu'il y a quand même des compétences techniques à avoir. Il faut savoir faire un business plan, il faut avoir des compétences en finance. Donc, il y a des outils techniques à maîtriser. Donc ça, il faut l'apprendre. Et puis, il faut aussi développer des soft skills, comme on a dit tout à l'heure. Et ça aussi, ça s'apprend. Donc, l'université, je pense, de Nanterre souhaite développer ces soft skills et l'entrepreneuriat en fait partie. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va prendre de l'importance parce que quand on parle d'entrepreneuriat, en tout cas à l'université de Nanterre, c'est pas que la création d'entreprise, c'est l'esprit d'entreprendre. Entreprendre dans des univers comme l'économie sociale et solidaire, et c'est développer toutes ces compétences soft skills qui sont très valorisables et valorisées aujourd'hui, ce qui n'était pas tellement le cas il y a quelques années. Oui, alors j'ai une autre question. On parle beaucoup d'innovation et de créativité. Pensez-vous que l'université soit, d'une certaine manière, le laboratoire des innovations en matière d'entrepreneuriat? Oui, alors l'université, elle a des caractéristiques très intéressantes, c'est-à-dire que on a beaucoup de la population étudiante est très très importante. Et par exemple, à l'université de Nanterre, on a des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs de Nanterre qui ont pu expérimenter leur idée de projet à l'intérieur du campus. L'université a autorisé les étudiants à avoir un bout de terre pour les jardins partagés. On a développé une épicerie sociale et solidaire. C'est grâce à cette épicerie sociale et solidaire qu'on peut faire des distributions gratuites de paniers à nos étudiants en difficulté du fait des conditions sanitaires actuelles. Donc oui, l'université, c'est un vrai terrain d'expérimentation pour les étudiants, un terrain qui permet de ne pas prendre de risques et de pouvoir tester son idée, qu'elle soit dans l'économie sociale et solidaire ou pour d'autres projets de création d'entreprise. Merci madame. Je vous propose d'écouter un autre témoignage étudiant
celui de Lewis, pardon, un étudiant entrepreneur qui lui aussi entreprend donc au sein de votre université, de l'université de Madame Pérez, l'université Paris-Nanterre, pardon, pour ceux qui nous écoutent et qui viennent de nous rejoindre. Il nous donne son avis sur ce qu'il pense de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, donc aussi de l'entrepreneuriat, et il explique à son tour ce qu'il a appris lors de ses études. Voilà. Lewis, je lance ton témoignage. Alors, ce que ça m'a apporté, c'est avant tout des connaissances en partie théoriques. Vraiment, sur certains aspects de l'année financière, des choses comme ça, ça m'a apporté des choses encore plus concrètes que je n'avais pas forcément tout le temps dans mon travail. C'est aussi une vision plus large parce que je ne suis pas forcément quelqu'un qui est très dans le marketing, dans l'approche marketing, dans l'approche RH. Donc, ça permet d'avoir un champ multidisciplinaire et d'avoir une approche transversale d'entrepreneuriat parce qu'on ne se rend pas compte, on est tout le temps focus dans son activité, dans sa vision des choses, mais il faut voir l'entrepreneuriat dans tous les sens, que ce soit du point de vue humain, du point de vue social, du point de vue économique, et ça, souvent, on néglige parfois certains aspects. Et c'est ça que, en tout cas, je pense, dans l'économie sociale et solidaire, qui doit être davantage mise en avant, c'est l'équilibre économique, social et écologique. Comme chacun a sa volonté, certains ils n'ont pas envie de faire de l'entrepreneuriat à un moment donné, mais se disent tiens, peut-être ça peut être intéressant. D'autres ils se disent ouais, je suis focus dans mon idée et tout, et après ils se rendent compte que faut prendre un peu plus de distance. Et c'est ça qui est intéressant, franchement. Avoir vraiment ce contact, ce melting pot, et vraiment comme si on était un peu dans un incubateur de start-up, ça c'est cool. Cette formation-là, elle est assez générale, elle reste assez générale. Donc, si on ne sait pas forcément quel métier qu'on veut faire, ou si on se dit, tiens, j'ai envie de toucher un peu à tout, comme une forme de prépa, mais qu'on ne sait pas forcément quoi faire, ça peut être un bon indicateur. On n'est pas spécialiste de tout, mais transversalement, on connaît un peu tout. Limite, on ne spécialise pas en RH, mais on connaît des choses, en finance, la même chose, etc. etc. C'est vraiment, ça peut être intéressant pour ceux qui sont en gestion, qui n'arrivent pas à choisir, de jauger et de se dire, qui sait, tout compte fait, je ne suis pas fait pour être salarié, je suis fait pour être entrepreneur. C'est ça l'important. Décidez qui voulez-vous être et qu'est-ce que vous sentez le mieux pour vous. C'est ce qui incombe le plus en ce moment. Waouh, c'est puissant et ça me semble très exact, à vrai dire. Savoir qui on est pour pouvoir définir ce que l'on fera de notre vie. Madame Pérez, j'ai entendu plusieurs fois le mot étudiant entrepreneur. C'est un statut qui est délivré, il me semble, par le PEPIT, donc le PEPIT Pont dont je vous parlais tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Il est apparu l'idée de mettre l'université au cœur du dispositif autour de l'entrepreneuriat en créant des pépites. Les pépites, elles sont dirigées par des universités. Et l'objectif, c'est qu'un étudiant qui obtient un statut d'étudiant entrepreneur grâce au comité de sélection du PEPIT puisse bénéficier d'un accompagnement, il puisse substituer son stage par une création d'entreprise, qu'il puisse bénéficier d'un espace de coworking. Et ça, c'est mis en place dans les universités. Voilà. Et ce statut d'étudiant entrepreneur, il est délivré par des universités. Donc c'est très, très important de le dire. Et voilà, et pour avoir assisté à plusieurs concours, les étudiants de l'université sont tout à fait brillants et toujours très bien classés dans les concours face à des très grandes écoles. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et les chefs d'entreprise, parfois, qui assistent à ces concours, sont souvent étonnés de la capacité de création des étudiants des universités. C'est vrai qu'ils ont parfois un esprit plus créatif. Merci madame. Alors, j'aimerais revenir à Ancelin. Il a parlé dans son témoignage au début
au début, de mesure d'impact. Je ne sais pas si vous vous souvenez, et ça me laisse un peu perplexe. Du coup, je voulais revenir à Ancelin pour te poser la question, Ancelin. Donc, pour resituer, on parle bien d'économie sociale et solidaire. Est-ce que tu pourrais m'éclairer sur comment est-ce qu'on peut mesurer cet impact dont tu parles? Voilà, il y a quand même une personne sur 10 et 1 euro sur 10 en France aujourd'hui qui vient de l'économie sociale et solidaire. Donc il y a déjà cet aspect-là pour la partie impact purement économique, mais moi c'est évidemment pas celui-là qui m'intéresse. Moi celui qui va m'intéresser c'est typiquement l'impact social. Qu'est-ce que ça veut dire 10% du PIB géré par l'économie sociale et solidaire? Eh ben, ça veut dire 10% du PIB géré de façon démocratique. Ça veut dire que les bénéfices issus de cette activité économique, eh ben, ils sont réinvestis après des votes démocratiques, un homme égale une voix, dans les différents conseils d'administration, que ce soit des assos, des coopératives, etc. Donc, qui dit impact démocratique, dit émancipation des personnes qui y travaillent. Ça veut dire que les gens qui votent dans les coopératives, etc., eh ben, ils sont formés à ce que ça veut dire gérer de l'argent. Ça veut dire qu'ils sont formés à quelles sont les différentes législations en vigueur dans l'ESS, mais ailleurs. Quand il y a une réforme qui est faite, eh ben, ça va être débattu en conseil d'administration de ces entreprises ou de ces assos, ce qui permet à des gens de trouver une nouvelle forme de citoyenneté à travers leur engagement salarié ou coopératiste, etc. Et donc pour moi, il y a tout un champ, un nouveau champ démocratique qui s'ouvre grâce à l'ESS. Et pour moi, c'est ça le premier impact social. Ça peut être de la nourriture distribuée, ça peut être aussi des vacances scolaires. Il y a plein d'assos qui font des vacances. Tout le milieu socio-éducatif périscolaire, eux, ils amènent carrément des activités et de l'amusement à des enfants qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des activités sportives parfois hyper chères, etc. Éviter que des gens ne meurent de froid ou de faim dehors. Ça, j'ai été au Grand Voisin et donc on a beaucoup compté l'impact social des Grands Voisins de cette façon-là, par le nombre de repas distribués ou par le nombre de nuits dehors évitées. Mais ça peut être plein d'autres choses, ça peut être des cours de français dispensés, ça peut être des nombres de personnes demandeuses d'asile accueillies gratuitement, etc., etc. Donc, ça se valorise de bien des façons. Et du coup, le dernier point qui m'intéresse encore plus, c'est celui de l'écologie. Et donc, sur l'impact écologique, ça, c'est soit très pragmatique, combien de mégots on a évité par terre avec un système de recyclage et de poubelles en festival ou dans des lieux. Ça peut être la quantité de carbone économisée par un changement d'habitude, par des toilettes sèches à la place d'avoir des toilettes à eau, par plutôt utiliser plutôt utiliser des machines manuelles plutôt que des machines électriques. Bon, bah pareil, là, il y a tout un tas de calculs carbone qui peuvent être faits. Au 5 Toits, qui est un lieu très connu à Paris, une ancienne caserne de gendarmerie, ils ont créé tout un atelier supplémentaire en charpente qui a tout été quasiment fait main, etc. Et ben cette charpente à la base, c'était un plancher qui vient de je ne sais quel bâtiment un peu huppé qui a été démoli et ils ont récupéré le bois du plancher. Et ce même plancher, encore avant, c'était une vieille charpente. Donc en fait, un même bois, au lieu qu'il coûte du carbone en allant à la poubelle, en transport, en découpage, en stockage, etc., et ben en fait, il t'économise du carbone parce que plutôt que d'acheter un plancher ou une charpente neuve, et ben tu as fait du réemploi. Des détails tout bêtes, mais bon, si tu avais fait vivre le Roi Merlin plutôt que de faire vivre une petite entreprise de l'ESS de réemploi, bon, bah, le Roi Merlin, derrière, pareil, c'est des grandes chaînes de production mondiale, c'est du carbone dans tous les sens, c'est des matières rares dans tous les sens. Alors que là, en faisant vivre ta petite start-up écolo qui te file du réemploi, bah, elle, derrière, non seulement elle a un emploi local, mais en plus des sous-traitants souvent locaux, parce que c'est une démarche globale, systémique. Donc en fait, tu vas pas juste avoir une externalité positive ou négative. En fait, on a plein, parce que c'est systémique. Donc du coup, quand tu choisis l'ESS, tu es certain que ces externalités, en fait, elles vont être globales et du coup, elles vont se multiplier entre elles. Et au final, avec un tout petit acteur de l'ESS, tu as un impact beaucoup plus grand qu'avec une grosse structure. Yes, merci beaucoup. Donc tu nous parles donc là de l'économie circulaire. C'est très intéressant. Et ça me fait penser que j'ai une amie, Charlotte, qui a lancé un petit business qui s'inscrit parfaitement là-dedans, dans l'économie circulaire. Je te propose de te couper vite fait. On revient à toi tout à l'heure, juste pour mettre le petit témoignage de Charlotte qui va présenter son activité.
Bonjour, moi c'est Charlotte, mais j'agis sur Internet sous le nom de Charlie aux plumes. C'est la marque de bijoux éthiques et éco-responsables que j'ai créée en 2009 et à laquelle je me consacre à plein temps depuis maintenant 6 ans. J'ai créé un réseau d'économie circulaire, je me suis associée avec des artisanes dont je recycle les chutes de cuir. Mon associée principale elle-même recycle les chutes de cuir de grandes maisons de couture parisiennes, donc ça nous donne accès à des matériaux exceptionnels. Et je suis aussi associée avec un éleveur de poules d'ornement par exemple, avec un garde forestier, avec une ferme pédagogique, avec un moulin aussi à côté de chez moi, pour recycler les plumes de leurs oiseaux pour créer des bijoux tous uniques et fabriqués à la main dans mon atelier en Bourgogne. Voilà, c'est ma passion, j'adore mon métier. Je le vois en fait comme vraiment révéler les trésors de la nature. Et voilà, par exemple, je fais aussi des bijoux avec des fleurs que je fais sécher, que je fais pousser moi-même dans mon jardin. Et voilà, l'économie circulaire pour moi, c'est aussi une source d'inspiration en fait, parce que je ne choisis pas toujours mes matériaux. Puisqu'on me donne le cuir par exemple, eh bien je ne choisis pas les couleurs, je ne choisis pas les textures, je ne choisis pas les effets. Et voilà, ça me donne accès à des choses qui viennent nourrir vraiment mon imagination et j'adore ça, tout simplement. Voilà, vous pouvez en découvrir plus sur charlieauxplumes.fr et je vous souhaite une bonne journée. Merci Charlotte. Pareil, je vous mets le lien dans la description ou si j'y arrive à la publication de la vidéo, ça devrait apparaître quelque part là-haut. Voilà. Ancelin, du coup, tu m'as parlé de la mesure d'impact à la fois économique, social et aussi écologique. Pour revenir au sujet de la formation dans les domaines de l'entrepreneuriat social et solidaire, il me semble que tu m'avais expliqué que tu t'intéressais de plus en plus aux formations open source. Donc les formations open source, c'est des formations en ligne gratuites. Pourquoi est-ce que c'est si cool pour toi? Quand tu formes gratuitement une personne, eh ben, elle a beaucoup plus envie de former gratuitement d'autres personnes. Alors que quelqu'un qui lui plutôt a payé pour avoir cette formation, donc il veut pas la partager, tu sais, il a payé pour avoir des cours, il veut pas les donner parce qu'il y a la concurrence. L'ESS abolit toute forme de concurrence. Mais voilà, quand quelqu'un a payé pour avoir une formation, bah, il n'a pas envie de la partager. Donc du coup, tu as payé une fois 1000 euros, mais ils te servent qu'une fois. Alors qu'une formation que tu as payé 1000 euros, mais qui est gratuite et que tout le monde partage après, et ben en fait, elle va faire plein de fois des formations à 1000 euros derrière, gratos, parce que les gens sont bénévoles. Donc en fait, c'est un effet magique et domino qui est incroyablement compétitif et qui, à mon avis, fait qu'aujourd'hui, l'ESS a une production d'impact bien au-delà des grands groupes. Abusé. C'est fort ce que tu dis là. Ok, alors maintenant, enfin, est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune entrepreneur qui aurait des craintes pour se lancer? En fait, tu auras toujours peur, même là, moi, au bout de 5 ans, là, j'arrive dans des projets de plus grande ampleur budgétaire, etc. Ça me fait quand même peur. Évidemment, tu as toujours peur du nouveau, de l'inconnu. Mais là, c'est plus arriver à se gérer soi, se connaître soi-même. De toute façon, ça, c'est vrai pour tout type d'engagement. Connais-toi toi-même. Sois à l'écoute de tes sentiments. Ça, ils sont très forts en gouvernance partagée et en communication non violente. Tu es souverain de tes émotions. Si tu as une émotion qui t'arrive, c'est jamais la faute de l'autre. Ça, c'est une illusion, ça. Accuser quelqu'un d'autre de tes émotions, c'est te défausser de ta responsabilité. Tu ressens un truc, c'est dans ta tête, c'est pas la faute de l'autre. Ça t'a fait du mal, du bien, de la peur, de l'espoir. C'est ton problème. Par contre, qu'est-ce que ça t'indique sur toi, ta relation avec l'autre? Si tu ressens de la peur, peut-être quelque chose qui ne va pas dans la relation à l'autre. Ça ne veut pas forcément dire que l'autre est mauvais. C'est peut-être toi qui n'as pas clarifié un truc. Peut-être que tu as peur de le perdre. Donc du coup, tu as besoin de lui rappeler que tu as besoin de lui, par exemple. Faut être à l'écoute de ses émotions. Yes, carrément. Et merci. Est-ce que tu aurais un conseil aussi pour ceux qui cherchent du coup une formation ou alors un programme d'accompagnement? Éviter tout ce qui est pompeux. Ça veut dire que plus il y a de bling-bling, plus ça peut cacher quelque chose. Désolé hein, pour tous les gens qui se sentiront concernés, mais voilà, les programmes entreprendre des grandes écoles de commerce, etc.
Oui, mais ça fait pas forcément de toi un bon entrepreneur en fait. Moi j'ai rencontré plein de gens qui venaient de grandes écoles et qui me disaient mais en fait c'est toi qui as tout compris de pas avoir de diplôme et d'avoir foncé, etc. Parce qu'en réalité, en fait c'est très bien pour certains types d'entrepreneuriat, les programmes d'accompagnement classiques, parce qu'en fait ça correspond à un standard d'entrepreneuriat. Mais il suffit que ton projet soit un peu trop différent et déjà ça sera pas trop adapté pour toi. Moi, je ne suis pas beaucoup resté dans les programmes d'accompagnement parce que ça m'a bien servi, ça a été un tremplin. Mais je vais être honnête, hein, moi, je ne vais pas rester toute ma vie en costard. Donc, c'était pas mon milieu, tout simplement. Et en fait, c'est vraiment ça qu'il faut dire. Quel est ton milieu social? Dans quel univers humain tu as envie d'évoluer? Et à partir de ça, réfléchir quel est ton projet qui va de pair avec. Et une fois que tu es au clair sur ce que tu veux faire, avec qui tu veux le faire, là, tu pourras beaucoup plus facilement choisir un programme d'accompagnement qui te correspond. Merci beaucoup, Ancelin. Alors, pour ma part, quand je me questionnais sur mon choix de formation, de master, j'ai connu un peu les deux. Tu parlais d'école de commerce, j'ai fait vite fait l'IPAG et puis le Grenoble École de Management en bachelor, qui m'a appris beaucoup, et je peux pas le nier, ça m'a vraiment appris beaucoup de bagages, et puis en plus c'était une formation en commerce international, donc il y avait aussi les deux langues, c'était très intéressant. Voilà, donc en sortant de ce bachelor, je me suis dit ok, je vais tester le public, parce que je savais pas trop à quoi m'attendre entre le privé et le public et tout ça, donc je me suis dit j'ai aussi envie de continuer mes études. Alors, je me suis dit aussi qu'en parlant allemand, j'ai la chance d'avoir une maman autrichienne, et aimant voyager et aussi entreprendre en lançant des projets en tout genre, même un peu trop parfois, j'ai finalement été attiré par un double cursus franco-allemand en entrepreneuriat et management de PME. Du coup, j'ai profité de cet événement, de cette vidéo, pour interroger un des responsables de ce cursus, Monsieur Zielinski. Alors allez, on vous emmène en Allemagne. Monsieur Zielinski, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vous est venue l'idée d'un tel double master? C'est un double master avec 2 diplômes qu'on a à la fin, c'est cool. Et ce qu'il apporte. Monsieur Zielinski, c'est à vous. Oui, bonjour. Donc, l'idée est venue d'abord parce qu'on a depuis de longues années déjà une double licence à Nanterre, franco-allemande, avec l'université de Mayence, donc depuis la fin des années 90, qui fonctionne très bien. Mais jusqu'à l'introduction du master avec Dresde, donc notre master management des PME franco-allemand, il n'y avait pas la possibilité pour nous de proposer à nos étudiants en licence une suite logique et cohérente, un choix de master. Donc, et ça, c'était bien sûr l'un des facteurs qui nous a fait réfléchir, et nous voulions master, donc c'est management des PME, donc c'est un domaine assez spécifique, hein. Et bien sûr, dans un monde marqué par la mondialisation et une Europe où les relations commerciales et économiques sont de plus en plus intenses, il est à mon avis primordial de créer ce genre de formation pour permettre à nos candidats, hein, à ceux qui obtiennent ce diplôme, d'être opérationnels dans un contexte professionnel lié au PME. Ce master aussi permet aux étudiants d'obtenir vraiment un profil très très spécifique, très très rare, mais en même temps très très demandé, car dans le contexte franco-allemand, dans les relations commerciales, économiques franco-allemandes qui sont extrêmement intenses, on a besoin de ce genre d'experts, on a besoin de ce genre de jeunes qui sont capables de comprendre les enjeux et les structures dans les deux pays. Et pratiquement, bien sûr, après l'obtention du diplôme, ça veut dire que de multiples perspectives s'ouvrent à nos candidats, justement à cause de cette double compétence, je dirais technique en gestion et en même temps interculturelle et linguistique, bien sûr aussi, parce que les études se passent bien sûr dans les deux langues. Comme il y a des stages intégrés dans le cursus, comme vous le soulignez, effectivement, il y a une bonne combinaison entre théorie et pratique qui prépare déjà
les étudiants à une activité, par exemple, de créateur d'entreprise, de fondateur d'entreprise immédiatement après notre master, où, il faut le préciser, les perspectives professionnelles ne se limitent bien sûr pas à la fondation, à la création d'une entreprise, mais aussi, par exemple, on peut envisager un poste de dirigeant dans une PME, de conseiller d'entreprise spécialisé sur les questions des PME, d'ingénieur commercial, de responsable d'une pépinière franco-allemande, par exemple, ou de responsable d'études concernant les PME allemandes et françaises. Ça peut même dépasser le cadre de l'économie des entreprises, enfin de l'économie privée. On peut aussi imaginer effectivement un avenir professionnel dans le cadre d'une organisation européenne, allemande ou française qui est spécialisée dans les études sur les PME. Les études se font en grande partie en groupe mixte franco-allemand. Hein, et là, il est aussi très très important de créer cette activité de groupe franco-allemande qui peut aussi déboucher par exemple sur des projets communs, pourquoi pas, de start-up, de création d'entreprises après le master. Ce serait une perspective. Comme on le sait, Paris est une région très très attirante et très très importante pour la création des start-up, pour les nouvelles technologies, etc. Donc pour nous, il est primordial de développer les contacts avec les acteurs sur le terrain, avec les entreprises, les responsables d'entreprises pour insérer notre formation dans le tissu, si j'ose dire, socio-économique de Paris. Et la même chose, bien sûr, vaut pour Dresde, où la situation est un peu comparable. C'est aussi une région très dynamique dans le domaine. En ce qui concerne la perspective théorique ou du contenu des cours, nous formons donc en effet des cadres potentiels ou des créateurs d'entreprises potentiels dans un contexte franco-allemand, d'intégrer dans la formation de nos étudiants les cours et les thématiques qui sensibilisent aux enjeux d'avenir, déjà de l'actualité, notamment aux enjeux sociaux et écologiques des entreprises, car nous vivons, à mon avis, une époque de grands changements, de grands défis, voire de grandes crises aussi, en partie. Et il me semble très important qu'une nouvelle génération d'entrepreneurs, de dirigeants d'entreprises arrive qui est pleinement consciente de ces enjeux et capable de relever ces multiples défis. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Thomas, j'ai 23 ans et je fais actuellement partie du double master franco-allemand en management de PME et entrepreneuriat de l'université Paris-Nanterre. Alors pourquoi j'ai choisi ce master ? Parce qu'avant cela, j'ai fait une double licence, une bilicence franco-allemande également, en économie et gestion, et c'est un cursus qui m'a beaucoup plu, dans lequel je me suis assez naturellement senti à l'aise, et je me suis retrouvé, et je savais que c'était une voie qui m'inspirait et j'ai eu envie de poursuivre mon cursus dans la voie franco-allemande en participant au double master que proposait l'université. Ça m'a permis de garder une certaine proximité avec les professeurs parce que les professeurs qui étaient en charge de notre encadrement côté allemand étaient les mêmes que ceux que nous avions eu en licence. Donc en termes d'accompagnement, de soutien et d'échange, j'ai trouvé ça hyper intéressant et voilà, ça permettait d'avoir une certaine proximité avec les professeurs qu'on n'a pas forcément dans tous les cursus, et donc c'était un certain confort. Ce que ça m'a apporté, je dirais que ça m'a principalement apporté évidemment énormément de connaissances en termes de commerce franco-allemand au niveau du marché européen. Ça nous a permis d'acquérir une certaine ouverture aux différents échanges qui peuvent se faire, aux synergies actuelles et aussi une certaine sensibilité aux différences entre les modèles français et allemands que je trouvais particulièrement intéressantes. Mais voilà, dans l'ensemble, comme on fait partie d'un cursus relativement large, on va dire, étant en entrepreneuriat, ça nous a permis d'acquérir des compétences diverses dans beaucoup de domaines, donc allant du marketing à la comptabilité. Et donc ça nous permet de mettre en avant, je pense, un profil relativement polyvalent et adaptable. Donc, voilà, merci de m'avoir écouté et bonne journée. Merci beaucoup Thomas. Alors, t'as envie d'une bonne bière et d'un bon bretzel là ?
Allez, alors, ouais, l'événement touche petit à petit à sa fin. Je suis heureux que vous ayez pu aussi avoir un petit avant-goût de ce que moi je vis personnellement dans ce master franco-allemand, qui m'apporte énormément. Et d'ailleurs, je pars d'ici 2-3 semaines pour la fin de mon cursus à Dresde, qui est une ville merveilleuse et pleine de surprises. Et voilà, donc s'il y en a qui nous écoutent là, qui hésitent sur une formation franco-allemande et qui savent quand même un petit peu parler allemand, oui, n'hésitez pas, quoi, vraiment, c'est le top. Alors, merci beaucoup à tous, merci encore à tous nos partenaires. Est-ce qu'il y aurait peut-être... ouais, Ancelin, est-ce que tu aurais un petit mot pour conclure? L'entrepreneuriat, c'est une expérience de vie qui en fait est utile partout ailleurs. Donc même si tu n'en finis pas par en faire ton métier, ça sera forcément du background hyper qualitatif. Donc franchement, ça fait partie des meilleures écoles de la vie, l'entrepreneuriat. Avec l'événementiel, avec beaucoup d'autres choses, c'est hyper complémentaire, que tu aies un diplôme, que tu n'aies pas de diplôme, que quel que soit ton profil, l'entrepreneuriat donne sa chance à tout le monde au moins. Donc c'est ça qui est le plus important pour se dire que tu peux foncer. Dans tous les cas, ta chance t'est donnée, donc n'hésite pas, quoi. Donc, si je devais donner des conseils, je dirais aux étudiants de ne pas hésiter à s'inscrire dans une formation en entrepreneuriat. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes dans une formation entrepreneuriat qu'on vous demande de créer votre entreprise. On vous demande de travailler sur la finance, sur la compta, sur du marketing. Voilà, il y a plein de domaines de gestion dans lesquels vous allez acquérir des compétences. Et également dans tous ces soft skills dont on parlait tout à l'heure. Donc, l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément créer une entreprise, en tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on le conçoit, c'est aussi développer de nouvelles compétences et l'esprit d'entreprendre. Et l'esprit d'entreprendre, il vous sera utile si vous travaillez dans un grand groupe, si vous travaillez dans une petite entreprise ou si vous créez vous-même votre entreprise. Et vous pouvez très bien commencer par travailler dans un grand groupe et ensuite vous dire, bah voilà, j'ai envie de créer mon activité, j'ai envie de développer mon projet, qui peut être un projet dans l'économie sociale et solidaire avec des modèles économiques à imaginer. Et j'ai les outils parce que j'ai suivi une formation d'entrepreneuriat, que j'ai travaillé en entreprise et que du coup j'ai consolidé quelques compétences techniques. Donc, faut pas hésiter à faire une formation d'entrepreneuriat, même si on ne souhaite pas, on va pas créer son entreprise à la fin de l'année. Merci beaucoup, Ancelin et Maria Pérez. On continue la discussion en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à mettre tout un tas de questionnements que vous avez. Vous retrouvez cette vidéo sous peu en ligne, donc accessible en rediffusion. Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous jusqu'au bout. Il me reste plus qu'à remercier tous nos partenaires du fond du cœur, sincèrement, et que vous souhaitez un merveilleux week-end. Salut! Lance-toi! Tschüss!